Mhm. Salut mon Pierre, comment tu vas? Hello Boris, ça va très très bien, très honoré vraiment de te parler aujourd'hui. Ouais, bah c'est un honneur pour moi, Pierre. En tout cas, ça fait quelques mois que j'avais vraiment envie de t'avoir dans l'alignement, parce que t'es vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup au quotidien. Et puis, j'ai toujours été, depuis tes débuts, un peu influencé par ta philosophie de la santé, ta vision aussi assez holistique de l'approche de l'humain. Ça me parle beaucoup, à tel point que je suis ta formation au centre Hormez. Donc c'est dire à quel point je suis très honoré de t'avoir et un grand fan. Donc merci de prendre du temps, Pierre, aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi, vraiment. Bah écoute, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, je sais pas s'il en reste encore, mais en tout cas tu sais quoi, ce que je te disais avant qu'on démarre l'épisode, c'est que dans mon audience, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise, donc c'est peut-être des gens qui ne te connaissent pas, et je pense que ça va être aussi une discussion qui va être intéressante à cet égard-là. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots? Je sais que c'est pas un exercice facile, mais peut-être Mhm. voilà, Bien donner sûr. quelques éléments. C'est pas un exercice facile et à chaque fois je crache un peu dessus, je dis ouais c'est pas facile, etc. Mais je l'ai tellement fait maintenant qu'en fait si c'est facile. C'est facile, ouais. Bien sûr que c'est facile. Non, non, c'est juste que ce sera de toute façon lacunaire. Là, on va attaquer sous un certain angle, mais définir une personne en quelques mots, c'est Exactement. sûr que Mm. c'est de toute façon par essence lacunaire. Donc, je m'appelle Pierre Dufraisse. Je suis né dans le sud de la France. Je fais partie d'une famille où il y avait 5 personnes, maintenant il n'y en a plus que 4. Je suis le dernier de la fratrie, enfin de la fratrie. J'ai une grande sœur et un grand frère, quoi. J'ai vécu 7 ans au Japon, dans le business, le monde de l'entrepreneuriat, développer plusieurs branches d'entreprises internationales sur un sol qui n'était pas et une culture qui n'était pas française. J'ai adoré donc faire ce travail-là en plusieurs langues, jouer sur les cultures, Mm. m'adapter, toujours dans l'adaptation, prendre la parole et avoir le rôle de commercial et puis après avoir le rôle de manager pour manager des équipes. Encore une fois, euh, multiculturelles. Ça, c'était vraiment passionnant de devoir s'adapter comme ça. J'ai perdu donc des proches autour de mes 24-25 ans, ce qui m'a fait me Ok. rentrer en France. J'ai voulu rentrer en France pour être proche de ma famille, et ça me manquait énormément. Mm. Et en rentrant, c'est vrai que cet aspect de la santé qui m'a toujours passionné parce que passionné de sport, passionné de nutrition, je suis un grand gourmand. Euh, je me suis vite intéressé à la performance, c'est-à-dire Ok. tout azimut, quoi. C'est-à-dire j'étais à la fois euh, très admiratif des gens intelligents, tout simplement. Mm. Papa qui était très érudit, très intelligent. Et ça m'a toujours assez voilà, impressionné. Non seulement ça, donc cette force intellectuelle, vraiment, d'être à la fois cultivé et intelligent, et tout simplement le côté sportif, donc côté performance aussi. Donc Ouais. performance cognitive, performance sportive, ça m'a toujours intéressé, mais j'en faisais que ma passion, quoi. Mm. Euh, et en rentrant en France, par rapport à ce rapport à la mort, aux maladies, etc., j'ai voulu faire beaucoup plus de... J'ai voulu en fait en faire mon métier et faire de la prévention, c'est-à-dire comment faire pour ne pas tomber dans ces situations-là, qui impactent aussi bien les gens malades que les entourages et les familles qui accompagnent les gens qui contractent des maladies assez graves. Et donc ça m'a donné envie de me former à tout ça, à la prévention, à la naturopathie, à l'hormèse, donc la voie naturelle du renforcement. De fil en aiguille, j'en ai parlé sur Internet, hein. J'ai utilisé les canaux. Voilà, peut-être que c'était les réminiscences, tu vois, de ma vie au Japon en tant que commercial où tu dois toujours Ouais. présenter un produit, présenter une machine, présenter un Ouais. truc, mettre en scène, prendre la parole, etc. Ce qui était vraiment pour le coup une hormèse pour moi parce que quand j'étais petit, j'étais très timide. Ouais. Voilà. Mais ça, quand je suis rentré en France, bon, eh ben j'ai voulu en parler aussi, parler de la pleine santé, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien, qu'est-ce qu'on devrait faire plutôt, pas qu'est-ce qu'il faut, mais qu'est-ce que il semblerait, voilà, les bons conseils pour rester Mm. en santé. Donc ouverture d'une chaîne YouTube qui s'appelle Vérisme TV, transmission au maximum de tous ces grands principes de physiologie, de santé, d'anatomie, etc. Et d'une certaine forme de philosophie aussi. Et on en est arrivé à un point où c'est vrai que l'ouverture d'un centre de formation, où je peux créer un cursus long,
Et je peux Ouais. prendre les gens vraiment d'un point A jusqu'à les amener à un point Z sans perte, en pouvant tout dire, en prenant notre temps. Pas de la vulgarisation qui doit durer 10 Hmm. minutes sur YouTube, mais vraiment Aller aller au dans la fond des profondeur choses, des quoi. choses. Hmm. Exactement. Bah ça a été voilà l'ouverture du centre de l'Hormèse. Ça fait plus d'un an maintenant, puisque c'était en août, donc ça fait un an et demi. Les gens qui avaient intégré la première promotion, votre cursus se termine en février prochain, donc ça arrive vite. Donc voilà, une très très belle aventure où il y a eu 150 personnes qui se sont formées déjà. C'est incroyable. Ouais, c'est Pour un incroyable. premier lancement, c'est. Je sais pas si tu te rends compte, hein, et, enfin, moi je trouve que c'est fou. Premier lancement, première formation où tu te dis, bah voilà, ça fait des années que j'accompagne des centaines et des centaines de personnes en individuel, que ce soit des sportifs, des gens qui ont des problématiques courantes de maladies, monsieur tout le monde, des entrepreneurs. Et là, tu te dis, j'ai envie de lancer un centre de formation pour transmettre ça à davantage de monde et puis avoir un impact qui va se diffuser à travers d'autres personnes. Tu lances ça et puis tu as plus de 150 personnes qui te suivent. Mhm. C'est dire à quel point aussi ton message parle et à quel point je pense que tu as réussi à être bah, déjà monsieur, on va dire référence sur l'hormèse en France, un concept que encore beaucoup de gens ne connaissent pas et on en parlera après. Mais c'est aussi, je trouve que tu as réussi à vulgariser des choses qui pouvaient manquer, on va dire, de crédit scientifique ou qui pouvaient manquer d'une certaine mise en avant. Et tu arrives à faire des ponts entre bah voilà, l'aspect neurosciences, la physio, l'anatomie. Et puis tu as une ouverture aussi d'esprit et on en parlera sur des sujets plus, on va dire, plus récents au niveau des sciences comme la physique quantique, la relativité. Je trouve que c'est ce qui est super aussi dans ton école, c'est que je connais très peu de. Enfin, j'ai pas de référence d'autres cycles de formation qui ont une approche aussi holistique, tu vois, parce que moi, il y a quelques années, quand je souhaitais me former aussi à une discipline de santé qui soit holistique, je me suis un peu comme toi, tu vois, tourné au prime abord vers la naturo, parce que c'est une discipline qui me parlait beaucoup pour cette vision-là. Mais c'est vrai que je suis un peu aussi comme toi, j'aime bien avoir j'ai une approche assez cartésienne scientifique. euh, et je trouvais que sur l'approche naturopathique, les écoles que j'avais pu voir, certaines étaient un peu lacunaires à ce niveau-là. Donc, je trouve que tu as réussi à mêler le meilleur des mondes entre l'approche holistique de la santé et à la fois la pointe des dernières approches scientifiques qui se font de mieux aujourd'hui, quoi. Donc c'est top. Merci, Co- merci beaucoup. co- C'était ça le but, tu sais, pour clôturer sur cette histoire et le parcours, c'est que très rapidement, je me suis rendu compte que le milieu alternatif, c'est-à-dire ouais. ce qu'on propose en dehors du système conventionnel, euh, euh, j'entends par là non seulement du côté de la santé, mais du côté de tous les autres Ouais. systèmes conventionnels, c'est-à-dire même le milieu sportif, tous les autres milieux en fait. Ce qui sort des grands canaux, pour moi c'est ça le milieu alternatif. Ce milieu alternatif-là, il pêche d'un défaut qui est assez terrible, c'est la suffisance. C'est-à-dire que Hmm. on se permet, on se permet de ne pas aller au fond des choses. On se permet de pas être rigoureux dans notre recherche. Et ça, c'est assez terrible en fait. Dire ah oui non mais c'est comme ça que je l'exprime ou Hmm. je le dis avec mes mots donc ça suffit. Ou je le Ouais. ressens comme ça donc ça suffit. Non, ça suffit pas du tout. Si vous voulez être pertinent, il faut vraiment jouer arme contre arme avec les autres modèles auxquels vous vous opposez. Pas que vous combattez, mais vous êtes en train de montrer un outil ou d'expliquer un principe, et vous n'êtes pas capable en fait de bien l'expliquer dans les détails. Donc tu vois, ça perd en cohérence, tout ça, ça perd surtout en pertinence. Et puis les experts de l'autre domaine vont bien voir que vous utilisez des mots que vous maîtrisez pas. Et donc ce milieu alternatif là, il se contente en fait d'être à la surface des choses. Et donc Hmm. il perd complètement en pertinence quand tu as un vrai gars qui a fait le travail de bûcher et qui il a travaillé, il a fait le job et il arrive, il dit non mais là, tu vois, les termes que tu utilises là, ça marche pas, ça marche pas C'est du tout. clair. Et C'est donc clair. voilà, c'est ce regard-là où, dès la création de Verisme TV, en fait, j'ai dit, bon, bah, on va vraiment parler de physiologie. C'est-à-dire, je vais vous dire l'état actuel de nos connaissances. Je vais pas simplement vous dire des trucs à la légère, comme ça, sur le système endocrinien, le système nerveux. Non, non, on va regarder vraiment dans les détails. Parce que
je vous respecte tellement que j'exige de vous le meilleur. Et vous devriez tellement vous aimer Hmm. que vous exigérez le meilleur de vous-même. C'est ça, en fait, la philosophie du stoïcisme qui m'a beaucoup impacté, c'est combien de temps tu vas encore attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même. Et ça, je trouve qu'on se l'applique très peu dans le milieu alternatif, où c'est très Hmm. vite insuffisant. C'est dire, oh non, non, fais pas trop, travaille pas trop. Non, non, tu rigoles ou quoi? S'il y avait Slim dans Hmm. la pièce, il rigolerait bien, parce qu'on parle tout le temps de ça. Mais c'est les gens qu'on admire, encore une fois, par leur intelligence, leur éloquence, leur force physique, leur performance athlétique ou leur performance intellectuelle, c'est toujours des obsédés. C'est-à-dire des Hmm. gens qui ont bûché comme des tarés à faire des nuits blanches dans leur secteur, dans leur domaine qui les passionne, pour devenir le meilleur. L'artiste peintre, il a dessiné, il a peint, mais 20 heures de sa vie, tous les jours, C'est clair. pendant toute sa vie. Et ça, côté alternatif, on n'aime pas trop quand c'est ah non, ça commence à devenir inconfortable. Vous rigolez ou quoi? Ouais, Si vous voulez devenir vraiment bon, il faut aller c'est être clair. obsédé par les passions en fait, obsédé par sa propre passion. Et ma C'est passion à clair. moi, c'est le vivant. C'est vraiment comprendre les principes du vivant. Voilà, tout azimut, hein. On entend vraiment, et j'aime bien cette phrase de je vais chercher le vivant là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, je vais vraiment fouiller pour voir comment ça se comporte quand on est loin de l'équilibre, par exemple. Ça, c'est voilà. Hmm. Typiquement, quand on parlera de l'hormèse, on y reviendra, mais c'est ça. Et je me suis donc très rapidement défini comme un chercheur indépendant parce que Hmm. c'est la recherche. Ce que j'aime, c'est travailler sur moi-même, rechercher, apprendre. Hmm. Parce que savoir c'est facile, mais comprendre c'est difficile. Comme le disait C'est clair. Feynman, savoir, ouais, tu sais parce que tu perçois des choses, ça c'est le Hmm. savoir. Tout de suite, c'est vrai qu'on a une intelligence à percevoir les choses, sentir si ça c'est chaud, ça c'est froid, ça c'est plutôt bon, ça c'est plutôt agréable, etc. Je sais. Mais comprendre les processus sous-jacents, ça demande du Hmm. taf. C'est difficile. C'est clair. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup voilà, de manque à gagner, en tout cas dans le milieu Hmm. alter. C'est clair. Et peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de l'hormèse, parce qu'on en a un peu parlé, alors certains sont familiers, mais d'autres pas du tout, et vu que tu es monsieur Hormèse francophone, j'ai le meilleur sur ce podcast pour en parler. Donc si tu pouvais peut-être expliquer, vulgariser ce qu'est le terme d'hormèse et pourquoi c'est important, en tout cas, d'essayer de l'intégrer dans son quotidien. Oui, en fait, c'est important parce que c'est déjà intégré dans votre quotidien, quoi. Hmm. C'est caractéristique de notre nature. Donc, en fait, ce serait se priver d'un de nos meilleurs outils. Ou se priver, garder un bandeau sur les yeux pour ne pas se voir. Et c'est vraiment dommage. Donc, voilà, l'hormèse, ce terme-là, il a été estampillé par Hugo Schultz, un toxicologue en 1888, qui étudiait les levures, et donc il s'est rendu compte qu'un peu de poison, ça faisait proliférer des champignons. Mais beaucoup de poison, ça les tuait. Hmm. Donc, c'est dit, un organisme vivant, quand on le stimule avec un petit stress, ça le renforce, mais un trop gros stress peut le tuer. Donc, euh, on peut appliquer donc au système immunitaire, au système nerveux, au système hormonal, à tous les systèmes en fait qui collaborent d'une certaine manière, qui sont reliés les uns entre les autres. On peut appliquer ce principe-là, que Nassim Nicolas Taleb va appeler antifragilité, Hmm. mais c'est vraiment ça au niveau des sciences du vivant, de la biologie, etc., qui nous dit que un système peut se renforcer s'il est mis sous une contrainte, que cette contrainte n'est pas trop forte, auquel cas elle tue le système, hein, voilà, comme les levures. Mais si le système survit à cette contrainte, il va répondre par une surcompensation positive, c'est-à-dire il va s'améliorer. Il y a un truc en plus, et typiquement, bon, ce qui est tendance actuellement, c'est par exemple l'exposition volontaire au froid. Donc, voilà, tu Carrément, ouais. reviens d'un séminaire de froid, donc tu le sais très bien. Euh, Au début, prendre une douche froide, c'est terrible. Le système adaptatif est pas prêt, le système hormonal, nerveux, cardiovasculaire, il n'est pas habitué. Donc vous grelottez, vous avez froid, ça vous surprend. Et puis, si vous faites une douche froide tous les matins, ça devient de plus en plus simple. Il y a Hmm. une compensation, il y a une amélioration, il y a une régulation du système qui tend vers l'amélioration à la résistance au froid. Tout Carrément. simplement. Au bout d'un moment, on peut faire comme toi, des bains de glace, quoi, aller dans un lac gelé et nager, parce que, comme à la salle de sport, on s'est entraîné à soulever de la fonte, au bout d'un moment, on arrive à soulever de plus en plus de fonte. Hmm. C'est exactement ça. La surcompensation positive, les pratiquants de musculation, ils le connaissent très bien depuis très longtemps, mais en fait, c'est la loi de l'hormèse, voilà, au niveau du vivant.
Super, bah merci en tout cas pour ces éclaircissements pour ceux qui connaissaient pas. Donc du coup, si je résume, donc tu as parlé du froid, il y a aussi le sport intense, on appelle ça souvent le HIIT. On peut avoir la restriction alimentaire comme le jeûne qui peut être aussi une forme d'hormèse. On a aussi certaines techniques de respiration, donc l'hyperventilation et l'hypoventilation peut être une forme d'hormèse. Ça peut être aussi simplement des expériences qu'on va faire, hein, où on va sortir, élargir sa zone de confort. C'est une forme d'hormèse. Au Bien final, il y sûr. a plein de choses qui sont formes d'hormèse dans le quotidien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hormèse, tu vois, on la voit beaucoup comme... bah, tu parlais du froid. Exemple très, très intéressant, je vais te raconter une petite anecdote de ce week-end. Alors du coup, je te disais, j'étais en retraite Yugatumo, Wim Hof, dans les Alpes italiennes, dans la vallée d'Aoste, et on prenait notre bain froid eau à 1 degré. Donc forcément, tu sens que le mental s'agite avant de rentrer dans l'eau. Et avant juste de rentrer dans l'eau, on avait un groupe d'Italiens qui étaient aussi là pour faire les mêmes bêtises que nous. Et si tu veux, ils avaient... alors, ils venaient dans l'eau, mais si tu veux, ils étaient dans une forme d'hormèse où pour eux, ça allait pas être de chercher l'inconfort juste qui était là pour eux, mais d'aller faire un record du temps le plus long dans le froid. Et c'était très marrant parce que, enfin marrant, pas vraiment marrant, mais à la fois ce que tu peux voir un peu sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a qui sortaient après 15-20 minutes dans de l'eau à 1 degré, mais tremblotant, et nous on les voyait après quand on était en train de se réchauffer dedans à trembler pendant 4 heures. Parce qu'en fait, ils avaient... Pour eux, l'intérêt, c'était de montrer qu'ils avaient les plus grosses, entre guillemets, à rester longtemps. Mais là, du coup, tu vois, on n'est carrément pas dans l'hormèse. Pour moi, c'est cette fameuse dose où tu vas aller bah là chercher beaucoup trop, et en plus pour les mauvaises raisons. Mm. Et je pense que toi, tu incarnes aussi, tu vois, cette justesse par rapport à l'hormèse, c'est de se dire que pour qu'il y ait, ce que tu disais avant, pour qu'il y ait vraiment un processus d'adaptation et de renforcement, c'est aussi important de savoir où est la limite par rapport à l'adaptation. Ça va pas être trop. J'aimais bien, tu vois, ce petit tips que tu nous avais partagé durant un stage, des fameux murs d'adrénaline, et de se dire, je sais plus, quoi, c'était 3-4 murs d'adrénaline. Tu partageais ça, que c'était important quand on était dans le froid de se dire, ok, là le mental s'active, j'ai envie de sortir, boum, premier mur. Ok, 2 minutes après, deuxième mur, 3 minutes après, encore un nouveau mur. Et tu vois, ça, typiquement, je trouve que c'est une bonne façon aussi d'entrevoir et d'apercevoir une forme d'hormèse, c'est de pas, en fait, aller dans beaucoup trop loin pour son ego, tu vois. Et malheureusement, tu le sais le premier avec le froid, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la course à celui qui reste le plus longtemps, au plus froid possible, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Mm. Euh, ouais, il y a beaucoup de pièges évidemment dans tout ça. Tout d'abord, l'hormèse, c'est pas le bain froid, ni le sport, ni Ouais. etc. C'est le progrès, c'est la progression, c'est l'amélioration. Donc on ne pourra pas juger sur le moment. Lui, il a fait une hormèse, non, il a fait un bain froid, de toute façon. Donc, si ça Hmm. s'est amélioré dans le temps, sa capacité à résister au froid, à aller sans peur, pour moi, ça c'est un très bon repère aussi. C'est-à-dire que ce que tu viens de vivre là, cet inconfort, est-ce que la prochaine fois que tu y retournes, t'as pas d'appréhension? Ça, c'est un très grand progrès pour moi d'hormèse mentale. C'est Hmm. l'expression de l'hormèse mentale. La déperdition donc de la peur, l'inconfort de la peur. Euh, donc, on ne pourra que le juger sur le long terme. Ça dépend énormément de ce qui se passe dans la tête des personnes, en fait. Hein, moi, je suis un grand descendant de la phénoménologie, donc ce courant de pensée philosophique porté par Merleau-Ponty, Husserl et d'autres, qui place l'expérience, en fait, au cœur. Et n'oublie Ok. jamais que c'est un sujet pensant qui fait la chose. Hein, on peut pas étudier les phénomènes en dehors de l'expérience humaine. C'est toujours quelqu'un qui est en train de le faire. Donc, le bain froid, il est à 1 degré, etc. T'as plein de données qui te semblent être objectives, mais c'est toujours un sujet, donc c'est toujours subjectif, c'est toujours quelqu'un, un être humain qui va Hmm. le faire. Et cet être humain, c'est pas seulement un corps, c'est un corps-esprit. Il se raconte une histoire. Et si la personne, donc les personnes qui vont rester 20 minutes sortir trembloter pendant 4 heures après, il peut y en avoir
qui contracte un trauma et plus jamais il fera du froid de sa vie. Hmm. Ça, c'est possible. Mais il peut y en avoir un. Il se dit, mais punaise, mais je suis tellement fort. C'est ouf ce que je viens de faire. Le froid maintenant, c'est mon Hmm. pote. Tu vois, c'est très dur à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vaut mieux faire comme ci, vaut mieux faire comme ça. C'est très complexe, l'être humain. Hmm. C'est Donc, clair. voilà, on a tous une relation à l'inconfort qui est différente, et tu feras la même chose dans le sport. C'est-à-dire, si tu te fais un entraînement à la Navy Seals, David Goggins, où tu te fais pendant 4 heures des pompes d'étraction, etc., autant tu détruis un corps et tu détruis une personne qui plus jamais ne fera du sport Ouais. de sa vie, autant tu renforces quelqu'un. Parce qu'il est à l'habitude, parce qu'il l'a déjà fait, parce il est en admiration devant ces gens-là, et il est content de le faire aujourd'hui. Tu vois, très C'est complexe. ouais, c'est super intéressant ce point que tu amènes parce que au final, bah, toi, ça fait écho à un autre point, c'est que moi j'en parle souvent en entrepreneuriat, c'est que tu as besoin de, entre guillemets, faire des erreurs vite pour que ça soit des apprentissages, pour que ça soit de l'expérience. Donc au final, ça fait écho un peu à ça aussi. Mais toi, peut-être, si, bah, imaginons que tu accompagnes maintenant un groupe à faire un bain froid, donc eau à 1 degré, donc ça pique un peu. C'est un groupe un peu hétéroclite, tu vas avoir des gens qui en ont déjà fait, d'autres pas du tout. Comment est-ce que tu t'y prendrais, du coup, par exemple, concrètement? Hmm. Déjà, il faudrait dédramatiser la chose, et il faut que tout le monde en ait pour son argent. Donc, tout le monde puisse Hmm. goûter véritablement à une mise au challenge. C'est comme en entreprise, puisqu'on va rester dans le thème de l'entreprise, puisque tu parles quand même beaucoup à des entrepreneurs. Si tu veux que tes commerciaux soient bons en prise de parole publique, tu vas les rassembler tous ensemble, autant tu vas en avoir une vingtaine devant toi, c'est clair, mais ça va être difficile, tu sais les qualités de chacun, et tu sais qu'il y en a à la prise de parole en public, c'est vraiment compliqué. Mais, Ouais. mais là, tu peux pas te faire autrement que de tous leur faire le même exercice. C'est pas facile. Chacun sur votre tour, Hmm. vous allez présenter votre produit. Difficile, ça. Donc, mais comment tu peux faire pour être un bon professeur? Les bons professeurs, ils montrent toujours la marche suivante. Mais c'est toujours à l'élève de faire, de monter sur la marche et de gravir l'escalier. Donc toi, tu peux que éclairer la marche, la prochaine marche. Hmm. Là, il faut bien proposer à chacun des adaptations. Ouais. Je vais donc dédramatiser la chose en expliquant les processus physiologiques, parce que comprendre, ça soulage. Déjà, je vais expliquer, vous savez, euh, moi je l'ai fait 1000 fois, ce bain froid, mais j'ai toujours froid. Ne vous inquiétez pas, hein, on a tous froid, on est tous dans le même bateau, on va tous avoir froid. Mais vous avez déjà eu froid, vous avez déjà passé un hiver, vous êtes déjà sorti dehors alors qu'il faisait froid, donc vous savez ce que c'est le froid, ne vous inquiétez pas. Hein, après on est bien, en plus on va prendre une tisane chaude, il n'y aura pas de problème. Ce qui va se passer dans le corps, c'est ça, ça, ça. Au niveau vasoconstriction, vasodilatation, système hormonal, tout ça. Et les gens comprennent, ils sont intéressés. Parce que j'ai pu remarquer que quand tu parles du fonctionnement du corps humain, ça intéresse tout le monde. Tout le monde. Tout le monde veut comprendre C'est comment ça clair. fonctionne à l'intérieur. Donc tu les prends par l'attention. Ils sont contents, tu vois. Et les gros gaillards qui, eux, ont l'habitude, mais ils apprennent aussi des trucs. Donc eux aussi, même si aujourd'hui ils vont faire un énième bain froid qu'ils ont fait 1000 fois, ouais, bah aujourd'hui j'ai appris un truc. Ah, c'est cool. Ça, c'est une hormèse aussi, hein. C'est une progression, c'est une Hmm. amélioration. Donc voilà, tout le monde est servi, tout le monde a à manger. Ensuite, il y a l'exposition en tant que telle. Là, le top, moi, ce que j'aime, c'est proposer des adaptations en termes de niveau de hauteur. C'est-à-dire, vous Ouais. n'avez pas l'habitude, c'est la première fois. Mettez que les jambes. Mettez que les jambes. Ou même, venez mettre la main dans l'eau. Parce que le truc, c'est que, comme tu le sais, ici c'est une peau glabre, il y a peu de poils, il y a une vascularisation qui est très très forte au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Et c'est là et le visage aussi, c'est là où on a le plus froid et le plus C'est chaud du clair. corps. Hmm. C'est les radiateurs Hmm. et les évacuateurs de chaleur. Donc, tu leur mets la main dans un bol de glace ou bien dans une piscine gelée à 1 degré, et ça fait peur à personne. Et allez-y, mettez la main. Ah, waouh, c'est froid, etc. Tu vois, les mains. Et là, je leur dis, vous n'aurez jamais plus froid que ça. Ça, c'est le niveau maximal de douleur que vous allez Hmm. connaître dans le froid. Vous l'avez, Bonne c'est bon, stratégie, ouais. c'est une Ouais. victoire. Vous avez gagné. Donc allez, essayez. Puis les gens, ils vont avoir évidemment quand même peur, parce qu'après c'est tout le corps, donc il y a une idée, il y a une appréhension derrière ça. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est bah, vous mettez que les jambes d'abord, si vous avez peur. Puis vous montez jusqu'à la poitrine. Et puis si vous arrivez et vous vous sentez bien, vous montez jusque au-dessus de la poitrine, où ça prend un peu les poumons, donc c'est là où on peut avoir le côté un peu d'étouffement de... Comme ça, j'arrive plus à Ouais. respirer. Euh,
Et tu leur fais bosser la respiration 5 minutes avant pour leur Hmm. expliquer comment avoir une respiration calme et longue. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Le froid, c'est vraiment beaucoup dans la tête. Une discussion avec soi-même, une narration interne, où tout d'un coup on est dans un inconfort très puissant. Donc tous les démons sortent, c'est-à-dire nos démons d'abandonner quand ça commence à être inconfortable, d'aller pas aller jusqu'au bout d'un processus, euh, de pas se trouver assez forte ou assez fort, pas assez capable. Il y a tous ces jugements qu'on a sur C'est soi-même clair, qui ouais. ressortent puissance 10. Et là, justement, c'est l'occasion de tous les balayer. De dire, ah non, je suis capable de faire un truc dingue. Et je le fais. Et c'est pour ça que pour moi, l'exposition au froid, c'est assez miraculeux pour les transformations de vie, en tout cas. C'est clair, c'est clair. Je trouve que, tu vois, alors, de l'eau froide, du bain froid, j'en avais déjà fait. Euh, mais c'était la première fois que je faisais une assise longue, vraiment à -1 degré pendant 45 minutes. Et ça, j'ai trouvé limite encore plus challenging parce que Oh oui. c'est quand tu as la petite brise dans le dos et que tu te dis que je dois encore rester 40 minutes et que j'ai très froid. Je trouvais que tu vois, c'était un exercice qui était magnifique pour faire communion avec ton environnement, dans le sens où, tu vois, moi je m'imaginais, quand j'avais le vent qui passait dans mon dos, que le vent n'était pas en opposition avec moi, mais que j'étais intriqué avec ce vent et que j'accompagnais ce mouvement du vent. Et ça réchauffe, enfin, ça, je l'imaginais presque qu'il me réchauffait, tu vois. Et heureusement que j'avais entre guillemets, ces pensées-là et la respiration pour ressentir de la chaleur, parce que si tu es seulement dans ton mental, les 45 minutes, elles sont très très longues et tu passes pas un Ouais, bon quart d'heure, quoi. yes. Tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. Nous, on avait eu la semaine de la mort. Ah C'était une merde. semaine qui était froide partout en France. Ok, Et on n'a pas vu le soleil pendant la semaine. Donc, ok. jamais de soleil. Putain, l'horreur. Un matin, je crois qu'il faisait -25. Moins Waouh. Ah oui. 25. Ah oui, c'était d'autres conditions, ouais. Et là, quand t'as de la neige qui te tombe dessus, qui fait -25, que t'es assis, qu'il faut tenir 3 quarts d'heure, comme je l'ai Ah ouais, souvent dit, c'est hein, pas la je même. l'avais même écrit, j'avais dit, je suis mort à chaque seconde. C'est-à-dire, j'avais l'impression de mourir et de renaître. Tu vois, à chaque fois, on recommence. Et alors là, les visualisations que tu parles, en fait, t'as que ça pour te raccrocher. Moi, j'imaginais que je tenais un bébé, que je devais le réchauffer. Tu vois. Donc t'as pas le droit d'avoir froid et t'as Ah pas le droit ouais. d'être trempé, tu vois. Je me concentrais, tout d'un coup, tu pries tous les dieux de la planète, hein, Ah bah c'est clair. franchement, hein. Ah Parce bah que, tu m'étonnes. Tu je suis passé m'étonnes. par tous les états mentaux et ouais, c'est toujours un moment quand je m'en souviens, je dis mais comment j'ai pu, comment j'ai pu faire ça? Je, je pense pas que je puisse le refaire, tu vois. Pour moi, c'est une montagne. Rien que d'y penser, je dis, mais t'as vraiment gravi une montagne sur un pied ou sur une main, tu vois. Ces trucs, c'est pas possible, quoi. Enfin bref, Ah ouais, bah, tu je, je, m'étonnes. je Tu vois très bien ce que m'étonnes. t'as. -25 degrés, c'est clair que c'est encore un autre niveau, quoi. C'est encore un autre niveau. Et puis, tu sais, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est... alors moi, j'ai pas fait une semaine, j'ai fait seulement ça pendant 2 jours. C'était le matin, tu te lèves et tu te dis, oh putain, pourquoi je m'inflige ça? Exactement. Je l'ai déjà fait hier, mais tu vas le refaire et ça va faire du Terrible. bien et tu vas être très fier de toi. Et je trouvais que ce côté-là du mental le matin qui disait, ah, on est bien dans le lit, ah, il fait chaud. Et tu te lèves quand même et tu te dis, allez, c'est parti, on y va quand même. Et au final, Mais après, tu t'es sais, fier de toi. C'est magnifique. là, on commence vraiment à rentrer dans les jours froids en France. Et à chaque fois, chaque année, quand on arrive à ce moment-là, que j'ouvre le volet le matin pour secouer mes draps, etc., je pense au stage de Toumo. Le Ouais. premier matin, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre, et dehors, il faisait -20, et je me suis dit, mais on va aller dehors, là. Mais c'est une peur bleue de... Mais Ouais, tu vois, -20 qui te chope comme ça. Et je me suis dit, mais... oh, et j'ai encore cette image, de me dire, c'est pas possible qu'on aille dehors, là. Ça, c'est pas possible. Et ouais, tous les démons, c'est-à-dire tous les soirs, je m'endormais durant cette semaine de Toumo, en, en imaginant les excuses que je pouvais dire le lendemain pour ne pas le faire. hmm. Je vais leur dire que je suis trop fatigué, que j'ai mal dormi. Je vais leur dire que ma mère m'a appelé, que je dois rentrer à la maison. J'ai imaginé des stratégies pour ne pas le faire.
parce que c'était vraiment l'enfer, quoi. Et pourtant, le matin, sur le moment, t'as le groupe qui y va, tu le fais, parce que tu sais, Ouais, en fait, t'es en train de te transformer de l'intérieur. Donc ouais, ouais, voilà. c'est clair, c'est une super expérience. En tout cas, j'encourage tout le monde à faire ça une fois dans sa vie parce que c'est top. Et puis, si on fait pas ça, au moins essayer de tester à la maison, quoi, avec, bah, tu disais la douche froide, ou même pourquoi pas faire une assise chez soi le Mhm. matin. Après, c'est plus compliqué quand on démarre tout seul, clairement. Je pense que Ça, c'est l'esprit de sûr. groupe Ah ouais, aide beaucoup, quoi. c'est clair. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené du coup à t'intéresser au froid et à l'hormèse? Comment t'en es arrivé là? Bah, ça a été le froid en tant que tel, c'est parce que j'étais frileux, donc je Ouais. voulais. Tu veux pas avoir peur du froid tous les ans en hiver. Donc je partais, tu vois, à Bali, Thaïlande, en hiver, quoi. Je Ah voulais ouais. pas. Ok. Non. Puis j'avais vraiment proche du syndrome de Raynaud, quoi. C'est vraiment, je mettais double paire de gants, double paire de chaussettes, les extrémités tout le temps froides, c'était pas agréable, quoi. Euh, et ensuite, l'hormèse en tant que telle, cette capacité à s'améliorer après une exposition à un inconfort, je l'ai eu très tôt en fait dans ma vie. Je me rappelle, je pense que vraiment le premier souvenir par rapport à ça, c'est j'étais petit, j'étais un peu en surpoids, et donc quand t'es en surpoids, que t'es petit au collège ou à l'école, le cours de PS, c'est ton pire ennemi. Mhm. Le sport, c'est vraiment ton pire ennemi, quoi. Et au collège, tu commences à faire le monter à la corde. Donc là, monter à la corde, moi je pouvais même pas Mhm. faire un coup, quoi. Tu vois, je pouvais même pas commencer à faire le monter à la corde. Et là, eh ben, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, je veux que tu m'achètes une corde, tu la mettes dans le jardin. Et je vais m'entraîner tous les jours pour être bon. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai eu un petit peu un déclic de me dire, s'il y a un truc qui te fait peur, arrête de le fuir, mets-le dans Ouais. ton lit. Prends-le avec toi, mets-le dans ton lit. Dors avec. Mets-le dans Génial. ton jardin. Tous les jours. Et ça, bon, voilà, j'avais 12 ans, quoi, un truc comme ça. Et ben, je suis pas devenu le meilleur, mais je suis devenu bon à monter à la corde, tu vois. Tous les jours, je rentrais de l'école, Ouais. j'essayais de m'entraîner, etc., machin. Voilà. Et donc, enfin, je me suis rappelé de ça, mais tardivement, tu vois, il y a quelques temps, en me disant, mais en fait, ce truc de m'exposer volontairement à des petites touches d'inconfort pour me faire grandir, en fait, je l'avais très tôt dans ma vie. Mhm. C'est génial. Après, voilà, comme je le raconte souvent, partir au Japon, ça en faisait partie. C'est-à-dire, j'aime énormément ma famille, mais je voyais que cette relation fusionnelle était trop forte et nous engluait un petit peu, nous empêchait de vivre les uns Ouais. les autres notre vie. Et donc à 20 ans, bah, j'ai décidé de partir vivre au Japon. Euh, un an d'échange en université, tu vois. Et donc là, c'était extrêmement dur parce que être séparé de la famille, pour moi, c'était voilà l'épreuve. Mais j'étais persuadé au fond de moi que ça allait me changer. Non pas m'améliorer ou me faire régresser, tu vois. Je voyais même pas l'amélioration. Je disais, tu vas revenir, tu seras quelqu'un d'autre. Ça va être nouveau. Ça, pour moi, ça me remplissait de, Mhm. pas de joie, mais de curiosité. Tu vas me dire, ouais, ça doit être dingue, tu vois. Et donc, voilà, vivre des expériences comme ça qui nous transforment. Je pense que ça m'a tout de suite intéressé. Euh, Peut-être que le sport aussi me faisait comprendre ça. Tu vois, tu t'entraînes fort, et bah t'es Tu te meilleur le renforces, ouais. lendemain. Ouais. J'adorais le tennis, j'adore toujours le tennis, mais tu vois, l'acquisition de devenir meilleur, au revers au coup droit, Ouais. un aspect technique, mais tu sais qu'il faut que tu t'entraînes dur Ouais. pour devenir meilleur. Donc c'est toujours une progression dans le temps, à l'arrière de ta tête, tu vois, quand tu pratiques. Euh, voilà, c'est comme ça, et puis après, en étudiant le corps humain, je suis tombé sur ce terme de l'hormèse, euh, tout simplement. Génial. Mais tu sais, ça me fait penser à. Tu disais avec ton histoire quand tu étais plus jeune avec la corde, que ça te faisait très peur. Tu vois, moi, il y avait ça fait écho à une conférence que j'avais vue, un TED Talk de Tim Ferriss, tu sais, où il parle de son fear setting, qui est inspiré, il me semble, du stoïcisme. Et moi, ça m'a toujours marqué. Et je me dis toujours maintenant, tu vois, quand il y a quelque chose qui me fait peur, je me dis, c'est bien, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et ça, je l'ai vraiment gardé. Et ça m'a amené à faire des trucs type aller m'inscrire à des cours de salsa parce que ça me faisait une frousse horrible. Bon, On est d'accord. j'ai pas tenu longtemps dans les cours parce que je partais de très loin quand même. C'était une hormèse un peu trop grande. Mais tu vois, j'ai toujours trouvé en tout cas, ce concept-là super intéressant. Et quand tu discutes avec plein de gens, c'est vrai que souvent, traditionnellement, tu te dis si j'ai peur, j'y vais pas.
Mhm. Alors qu'au final, maintenant, bah, si, justement, vas-y, si les choses te font peur, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à chercher pour ta croissance personnelle, quoi. Ouais. C'est Ouais, si j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, un minimum. exactement. Donc, essaye de diminuer la dose de stresseur. Ça, c'est C'est quelque chose ça. que je transmets beaucoup dans le centre, évidemment, dans les cours. C'est-à-dire, quand on apprend la neurophysiologie du stress et comment on en est arrivé avec ce terme de stress dans l'histoire, surtout en médecine, euh, eh bien, il y a quand même un distinguo qui est fait dès le départ, c'est celui entre stress et stresseur. Ouais. Stress, c'est la réponse du corps. Stresseur, c'est l'événement stressant, c'est l'événement qui va induire la réponse du corps. Donc si vraiment le stresseur vous paraît être une montagne, trop grande, vraiment la peur est trop grande et vous repulse, diminuez sa dose. Diminuez sa dose. C'est clair que toi, le cours de salsa, peut-être que c'était trop dur d'y aller tout seul, mais que tu aurais pu apprendre en cours particulier avec quelqu'un que tu connaissais. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique déjà, il serait venu chez toi, ok, je C'est t'apprends clair, un ça petit peu, aurait- tu vois. Ça aurait été peut-être un petit peu plus simple que devant un groupe d'inconnus où tu, oh merde, je suis vraiment Mais, le plus nul et mais tout, tu bon, sais, j'arrête. tu sais ce qui était dur, Pierre, c'est qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, allez, on y va, j'y vais avec ma chérie, ça va être sympa. Sauf que premier cours, euh, donc je danse avec ma chérie, je me dis, ok, c'est bien, je suis dans une zone plus ou moins confortable, devant des gens quand même, bon, je suis, ah, voilà, c'est dans ma bonne zone. Et au bout de 2 minutes, je comprends qu'en fait, on change de partenaire toutes les 2 minutes et qu'il y avait 40 personnes. Et là, c'est la catastrophe. Ouais, en même temps, voilà, maintenant, t'en rigoles. Oui, Ça, c'est qu'est-ce que trop ça drôle. t'a appris? Ça t'a appris enfin, ça t'a pas appris consciemment, mais inconsciemment, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te mettre dans une situation un peu similaire, où t'es le plus nul, mais en fait, voilà, t'en ressors, t'en rigoles, quoi. Ouais, ouais, Voilà, ça t'a fait grandir. Donc, c'est clair que exact. les hormones mentales, physiques, elles sont tout le temps à tout niveau, et comme dirait Taleb, l'hormèse est la norme, c'est son absence qui nous cause du tort. C'est-à-dire, on n'a pas le choix, en fait, que d'être un système adaptatif. On n'a pas le choix. Donc choisissez votre camp. Exploitez cet outil-là, ou bien réduisez votre capacité à vous confronter à des choses qui sont inconfortables. Voilà. Hmm, c'est clair. Je voulais revenir sur un point, tu sais, bah, je te disais, moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants, que ce soit sur la respiration ou on va dire une coaching santé un peu holistique. Euh, et dans ce milieu-là, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi, dans le sens évident pour deux choses, parce que j'ai pas le temps, ou je prends pas le temps de le faire, parce que bah voilà, c'est un peu la course à la priorisation de son business pour le faire marcher. Mais c'est aussi pas toujours évident pour certains dirigeants et entrepreneurs de comprendre l'intérêt de prendre soin de soi pour être derrière plus performant, donc plus d'énergie, moins de fatigue et on va dire une meilleure clarté mentale. Euh, Est-ce que toi, peut-être dans ton expérience, tu as peut-être accompagné bah voilà, des sportifs de haut niveau, des athlètes, comment est-ce que tu ferais comprendre l'intérêt de prendre soin de soi pour justement être plus performant pour sa boîte, être plus épanoui au quotidien à ce type de public-là? Ouais. Alors moi, peu importe en fait que vous choisissiez, enfin que vous soyez, vous vous présentiez comme chef d'entreprise, athlète, peu importe, je vais toujours travailler sur le caractère de la personne. Hmm. C'est ça qui m'intéresse. Changez votre caractère, améliorez votre caractère. En fait, mieux comprendre votre mode d'emploi. C'est-à-dire pas comprendre votre biographie, hein. Pas comprendre ce que Hmm. vous avez vécu dans le passé comme trauma, vos épreuves de la vie, etc. Non, non, non. Votre mode d'emploi, c'est-à-dire comment vous fonctionnez de l'intérieur, vous fait gagner sur tous les tableaux, en fait. Sur tous les tableaux. Votre relation à l'autre, votre relation à vos employés, votre relation avec vos collaborateurs, votre performance personnelle, votre calme, votre sérénité, votre capacité à vous concentrer sur une tâche. Ça vous fait gagner tout ça, en fait, de mieux vous connaître. Hmm. C'est ça, en fait, pour moi. Prendre soin de soi, c'est mieux se connaître. Ça veut pas dire se mettre dans un système confortable. Parce que dans prendre soin, on a l'impression qu'on va prendre quelqu'un et qu'on va le mettre dans un lit douillet. Pas du tout. Prendre soin de soi, c'est apprendre à se découvrir. De l'intérieur. Et donc, là, il y a des outils comme, voilà, encore une fois, l'inconfort de l'hormèse, tout ce qu'on a dit précédemment,
qui peuvent nous renseigner. Il y a aussi comprendre que ce que je mets dans ma bouche a un impact direct, en fait, sur mon humeur, sur mes émotions, etc. Que, quoi qu'on en dise, même si c'est des managers, des chefs d'entreprise qui sont obnubilés par leur travail, leur productivité, leurs plans, leurs projets, etc., ils passent quand même devant des miroirs. Ils ont quand même un regard sur eux-mêmes. Hmm. Et ça, l'image que vous avez de vous-même, si vous la trouvez bof, si vous en êtes pas très fier, etc., obligatoirement, vous allez voir ces défauts-là chez les gens. On n'est jamais énervé contre quelqu'un d'autre, on gueule jamais contre son collaborateur ou contre sa secrétaire euh, pour rien, par hasard. On s'énerve parce qu'on voit toujours la paille de la Hmm. poutre dans l'œil. Hmm. Toujours. La paille et la poutre. Et donc, ça vous énerve parce qu'en fait, vous l'avez, ce défaut-là. C'est pour ça que ça vous énerve. Sinon, ça vous énerverait pas. Et donc, travailler sur soi, c'est comprendre qui l'on est, ses qualités et ses défauts, les points d'amélioration, et donc beaucoup mieux entreprendre l'autre. Ouais. Que vous soyez dans une équipe, encore une fois, que vous managez ou que vous encadrez ou pas. Donc, le... j'aime beaucoup cette phrase qui vient du samouraï compatissant, alors le nom de l'auteur, je sais plus. C'est pas l'éthique du samouraï moderne, mais c'est le samouraï compatissant, qui dit la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme. Hmm. Donc si vous acceptez d'être médiocre dans votre quotidien au niveau, peu importe le facteur, hein, peu importe le domaine, que ce soit l'alimentation, le sommeil, la relation à l'autre, la relation à votre femme, votre vocabulaire, euh, que vous utilisez, peu importe en fait. Si vous acceptez la médiocrité, vous êtes égoïste. Parce que vous rayonnez la médiocrité autour Ouais. de vous et que vos collaborateurs le voient. Donc ils vont se permettre en fait, vous baisser en niveau la culture de l'entreprise. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une culture d'entreprise qu'une vision. Une vision avec des objectifs, c'est bien sympa. Mais tout le monde va... C'est bien le problème en France. Hein. Tu compares des entreprises, voilà, sans les nommer, à des entreprises qui performent comme Apple, qui ont une vraie culture d'entreprise, bah, tu vois bien qui marche, quoi. Tu vois Ouais. bien que Apple roule sur les autres, parce qu'ils ont une vraie culture. Les gens qui travaillent à Apple, ils savent ils ont la fierté de travailler à Apple, parce qu'il y a une culture ambiante. C'est à vous, en fait, dirigeants, d'instaurer cette culture-là. Et ça passe par le respect de soi-même. Si les gens voient Hmm. que vous négligez, peu importe le niveau, hein, peu importe le domaine, encore une fois, la nutrition, le fait que vous fumiez aussi, ça, moi, si vous fumez, ça, c'est un indicateur énorme quand même sur la dégradation que vous vous autorisez à avoir de vous-même. Tout un tas de choses. Et donc, la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme, et donc, prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. C'est-à-dire, Hmm. pensez que vous pouvez vous améliorer, vous renforcer, aller vers le mieux. Je ne dis pas d'être parfait. Si vous êtes fumeur, bah, il y a plus 1 milliard de raisons pour lesquelles vous soyez fumeur, hein, et je suis pas là pour vous juger. Par contre, dans votre bouche, dans vos paroles, dites bien que vous n'êtes pas fier de ça et que vous essayez d'en sortir. C'est ça. Ça, c'est Hmm. beau. Ça, on a envie d'applaudir ce genre de comportement-là. C'est inspirant de toujours tendre vers l'amélioration et de prendre soin de soi. Donc, ça passe par là. Prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme, et donc ça instaure un gage de qualité dans la culture d'entreprise, où Ouais. chacun va pas vouloir décevoir et impacter négativement son prochain, son collaborateur. Hmm. Ça me parle, ça me parle. Et ce qui me parle beaucoup aussi, c'est que tu ramènes l'individu par rapport à l'entreprise et à l'écosystème, et que c'est pas seulement, entre guillemets, dans un pur but égoïste, égocentrique de, bah, entre guillemets, de se sentir plus productif. C'est pour soi, évidemment, qu'on le fait, mais c'est aussi pour derrière le collectif. Et ça, c'est vrai qu'on dit, beaucoup de gens n'y pensent pas forcément, quoi. C'est que si on va être plus, bah, avec plus d'énergie, moins stressé, plus de clarté mentale, bah, j'arriverai à mieux me connecter avec les autres, j'arriverai à avoir plus d'impact, j'arriverai à avoir une meilleure connexion, euh, et du coup, bah, in fine, le collectif marchera mieux aussi, quoi. Bien sûr. Donc c'est important de le rappeler. Mhm. J'avais une question, toujours sur les entrepreneurs. Je te disais, c'est un public qui est très occupé, encore plus, je pense, que la plupart des gens. Euh, Comment est-ce que tu fais, toi? Parce que
tu sais bien, quand on commence à s'intéresser à la santé, bah, il y a énormément de dimensions sur lesquelles on peut s'intéresser. Le sommeil, l'alimentation, le mouvement, la respiration, l'alignement personnel, euh, les pensées, etc., etc. Euh, Souvent, ce qu'on observe, c'est que les gens sont toujours avec plein de bonnes intentions, dans le sens où on commence plein de trucs, sauf que au bout de 2 semaines, ah bah j'ai arrêté ma méditation, j'ai arrêté ma respiration, ah bah j'ai repris le café, etc., etc. Selon toi, euh, comment est-ce que tu fais pour... alors, quelle serait une bonne approche pour prioriser peut-être une dimension qui aurait potentiellement le plus d'impact sur l'énergie de la personne, sur son niveau de stress? Est-ce qu'il y a des dimensions qui paraissent ou qui sont plus essentielles à mettre en mouvement avant une autre? Est-ce qu'on mélange un peu tout? Toi, comment est-ce que tu hiérarchises ces différents piliers de santé? Ouais. C'est une très bonne question. Déjà, j'essaye de ne pas donner de hiérarchie, au moins en public. Après vous, dans le cursus du Ouais. centre de l'Hormèse, je vous ai dit ça, ça me semblait le plus important, etc., etc. Parce que j'avais à cœur de vous transmettre des Hmm. choses, vous accompagner des autres. Maintenant, si j'ai à parler à quelqu'un qui n'en fait pas son métier, je vais avoir un autre discours. C'est comme, c'est comme quelqu'un qui veut commencer le sport. Tu vois. Et c'est comme, j'ai envie de dire, un artiste. Il faut toujours avoir une pratique délibérée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de barrière à la pratique. Pas de barrière. Faut pas que la personne se force, en fait, à faire cette Ouais. pratique-là. Sinon, t'es mort. Évidemment, comme t'as dit, elle va lâcher au bout de 2 semaines. Faut qu'elle soit passionnée par ça. Alors là, il y a plusieurs choses. Soit tu joues sur la corde sensible, t'as détecté chez la personne quels sont ses centres d'intérêt. Par exemple, tu commences à lui parler de nutrition, et tu vois, ah ouais, c'est vachement intéressant. Elle commence à noter des trucs, et bon, bah, c'est bon. On va jouer sur le tableau alimentaire. Par contre, tu commences à lui parler de nutrition, il dit ouais, mais non, non, mais moi j'aime bien manger mon saucisson et avoir mon vin rouge, etc. Tu me gonfles avec ton histoire. Tu vas Hmm. pas aller là-dedans. Autant elle va te dire oui pour te faire plaisir, mais comme t'as dit, au bout d'une semaine, elle va lâcher le truc. Donc, toujours avoir une pratique délibérée. Faut que tu sentes chez la personne le levier sur lequel tu peux jouer, qu'elle va faire d'elle-même, en fait. Elle va être contente de le faire. Voilà. Pratique délibérée rentrée par la passion. Parce que tu ne fais pas d'une personne qui n'aime pas la peinture, tu n'en fais pas un Léonard de Vinci, ni un Raphaël. C'est des gens, encore une fois, c'était des obsédés. Parce il n'y avait pas de barrière. Ils se nourrissaient de leur passion et leur passion les nourrissait. Il faut vraiment, voilà, pratique encore une fois délibérée. Donc, euh, si vous êtes tout seul, il va falloir que vous cherchiez dans votre environnement parmi tous les facteurs de santé, donc évidemment il y en a plein. On a Aurélie dans notre promotion qui est spécialiste du sommeil. Donc si vous sentez que le sommeil, c'est un truc que vous voulez vraiment régler, vous sentez bien que les jours où vous dormez bien, vous êtes une toute autre personne, vous vous sentez super bien, mais que en ce moment c'est assez chaotique, et que vous aimeriez bien régler ça, jouez sur tous les leviers qui peuvent favoriser le sommeil. Donc là, vous allez vous renseigner autour de Hmm. la respiration, autour des outils à pratiquer avant le sommeil pour aider tout ça, baisser les lumières, couper le bruit avec des bouchons d'oreille, bref, mettez votre énergie dans cette pratique-là qui vous semble être pertinente. Si c'est la nutrition, c'est la nutrition. Si c'est le sport, voilà, vous avez été passionné de sport, mais vous avez lâché l'affaire depuis 10 ans parce que pris dans le boulot, pris dans le truc, prenez un coach sportif. Prenez un accompagnateur qui va vous faire des séances 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Au bout d'un moment, on va vous rendre autonome. Donc vous allez tellement kiffer le truc, vous allez faire vous-même vos séances et vos programmes tous les matins. Jouez sur le sport. Mais il faut toujours entrer dans la porte qui est ouverte. Hmm. Toujours. Et cette porte, sur la porte, il y a écrit en gros passion. Un truc qui vous passionne. Qui soit un des piliers de la santé, donc, bon ben, le mouvement, la respiration, par exemple, il y en a plein qui sont passionnés par ça, je le suis aussi. On trouve que c'est un levier qui joue sur tous les tableaux de la Ouais. physiologie, Hmm. qui nous calme, qui peut aussi nous exciter, qui est un moment très intime où on s'écoute soi-même. Enfin, c'est génial la respiration. Il y en a qui tombent amoureux de la méditation, d'autres qui adorent la nutrition, comme je viens de le dire. Bref, c'est pas les leviers qui manquent. C'est qu'on essaie toujours de s'imposer une discipline par rapport aux leviers qu'on n'aime pas. Hmm. C'est-à-dire, j'ai entendu que ça c'était bon, donc je vais m'imposer des douches froides tous les matins alors que je supporte pas ça.
Mais bon, apparemment, il y a quelqu'un qui a dit dans un podcast que c'était bon, donc il faut que je le fasse. Et en fait, la discipline, on comprend pas ce que ça veut dire. Hmm. La discipline, on croit que c'est s'imposer des trucs qu'on n'aime pas faire. Non, non, non. La discipline, c'est programmer des choses qu'on aime faire Hmm. sur le long terme. Et c'est tout. C'est- C'est tout. c'est- Ne dites pas discipline si vous voulez, dites programmation. Ouais, Dites programmation. Voilà. Euh, mais derrière le terme de discipline, il y a un truc militaire qui est très, c'est, voilà, très, très connoté. je comprends. Et mais je te rejoins totalement à aller vers les choses qui nous parlent. Ouais. Mais je te prends un cas que je vois beaucoup. Imaginons que tu as un entrepreneur ou dirigeant, enfin peu importe, quelqu'un qui a une très mauvaise alimentation. Mhm. Toi, tu sais que c'est ce qui lui fait un peu défaut parce qu'il va manger n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée, pas qualitatif, etc., etc. Tu sais que c'est clairement son caillou dans la chaussure. La bouffe, ça l'intéresse pas du tout. Pas de passion autour de la bouffe. Éventuellement, tu lui as fait faire un test pour essayer de voir un petit peu son hygiène de vie et grosso modo, il est dans la zone rouge et il le sait. Euh, du coup, ça rentre pas forcément dans ce schéma-là où tu sais qu'au final, s'il veut régler son problème de peut-être de poids, de début de maladie qu'il peut avoir, peu importe, tu sais que ça va pas juste être peut-être, je sais pas si lui il est passionné de méditation, ça suffira pas. Comment est-ce que est-ce que dans ce cas-là, il y a quand même une hiérarchie ou comment est-ce que tu fais pour fait prendre conscience à la personne que, enfin, prendre conscience. Imaginons qu'avec un test, elle le voit, toi tu lui dis, elle en a conscience, et maintenant il n'y a pas forcément la notion de plaisir pour lui tout de suite. Du coup, dans ce cas-là, comment est-ce que toi tu aborderais la chose? C'est évidemment délicat. C'est évidemment délicat parce que c'est, encore une fois, derrière tout comportement d'auto-sabotage, Ouais, tu vois, c'est exactement ça, ouais. concrètement, en plus, elle le sait, elle te le dit. Ouais, c'est vrai que je mange vraiment mal, et puis c'est vraiment le facteur et tout, machin, mais je peux pas m'en empêcher parce que, un milliard de Ouais. raisons. J'ai divorcé avec ma femme, je me sens seul, c'est un refuge émotionnel, tout ça, tout ça. Bah, t'y touches pas, c'est pas un problème. Elle y viendra, en fait. Le truc, c'est qu'elle est pas encore assez forte pour se tenir sur ses jambes. Elle est pas encore assez forte pour lâcher, en fait, ce soutien émotionnel. Ça peut être l'alimentation, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être regarder tard Netflix, et donc ça, il y a un impair sur le sommeil. Ça impacte son sommeil. Bon, on sait que c'est ça, l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, Hmm. elephant in the room, tu vois, on sait que c'est ça, mais on peut pas l'enlever pour l'instant, l'éléphant. C'est pas grave, on va jouer sur un autre tableau. Mais t'inquiète pas que quand elle va se sentir plus forte, en gagnant, voilà, elle est passionnée de sport, ou elle est passionnée de respiration, ou de méditation, comme tu l'as dit, tu vas lui faire aborder le sujet, mais dans 3 mois, quand elle sera beaucoup plus sûre d'elle, quand elle aura confiance en toi aussi. Parce qu'au début, si t'es un thérapeute, un coach ou quoi que ce soit, et que tu arrives de but en blanc en disant faut que vous changiez ça, peut-être qu'elle te dira oui parce que t'as un biais d'autorité, donc elle va te dire oui, oui, d'accord, mais derrière, t'inquiète pas qu'elle fera pas grand chose ou rien du tout, ou elle viendra plus te voir. Donc, toujours la même histoire, on rentre par les portes qui sont ouvertes, la porte de la passion. Un truc qui vraiment est une pratique délibérée. On garde à l'esprit, et même on le formule, hein, on dit ouais, ok, on touche pas à la nourriture, parce que apparemment, pour l'instant, on peut pas. Mais dans 6 mois, ou dans 3 mois, on en reparle. Et peut-être que, en fait, dans même pas 3 mois, dans un mois, la personne, c'est elle qui vient vers toi et dit bon, je me sens prêt là. J'ai plus envie, en plus, maintenant que je prends soin de moi, j'ai plus envie de manger, de boire du coca, ou tu vois, j'ai envie de changer. Tu vois, Hmm. c'est souvent les résiliations. Mais au départ, généralement, les gens ne s'en sont pas assez forts pour lâcher des soutiens, des béquilles, comme ça. Hmm. Super intéressant comme approche. En fait, ça va chercher vraiment la personne, bah, comme tu dis souvent, là où elle est. Euh, mais à la fois, j'imagine que ça peut être des fois un peu frustrant en tant que t'accompagnant quand tu sais que tu pointes que si tu sais que ce facteur-là pourrait être travaillé, entre guillemets, Mhm. et tu sais qu'il y aurait potentiellement des résultats, et peut-être que s'il y avait ces résultats qui peuvent être assez rapides, hein, tu reprends l'exemple de quelqu'un qui mange très mal et du jour au lendemain, tu l'accompagnes avec un programme pour mieux manger, quitte à ce que tu as
un système en place pour t'assurer de bien l'accompagner, de le soutenir, en lui proposant, je sais pas, des recettes, en le proposant, si tu le vois quasiment presque toutes les semaines, si tu fais du coaching vraiment très soutenu, tu sais que tu pourrais potentiellement l'accompagner. Toi, tu es plutôt là dans cette démarche de dire, ok, je peux repérer potentiellement que ça, c'est un des points qui t'est, entre guillemets, qui fait mal chez toi. Pour l'instant, je n'y touche pas, je vais sur les zones ouvertes. Le point qui fait mal, il s'ouvrira de lui-même, peut-être plus tard, ou peut-être pas du tout. C'est clair. Euh, la régularité, elle mange l'intensité au petit déjeuner, hein. La Hmm. régularité, le truc, c'est il faut tenir sur la longueur. C'est comme ça que les changements s'opèrent pour nous. Et tu as cité Tim Ferriss tout à l'heure. Il y a une phrase qui est très forte de lui. C'est est-ce que qu'est-ce qu'il dit déjà? Are you being busy or are you being productive? Est-ce que Hmm. t'es occupé? Est-ce que tu remplis ton emploi du temps par des choses juste pour être occupé, ou est-ce que tu es productif actuellement? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser quand on est employé, manager, chef d'entreprise, etc. Les actions que vous faites à chaque fois, c'est vous remplissez votre emploi du temps pour juste le remplir, ou est-ce que vous êtes vraiment productif? Est-ce que ça donne des résultats? Et donc, tu peux avoir cette même démarche par rapport à un accompagnement personnel, c'est-à-dire, est-ce que tu cherches à avoir raison, toi, en tant que thérapeute ou coach? Et donc, tu mets la personne dans un Ouais. programme qui justifie en fait que t'as compris que c'était l'alimentation parce que toi t'as compris le truc, quoi. Mais la personne en fait, elle va te suivre pendant un mois et en fait, elle va te dire qu'elle fait des choses, mais dans le quotidien, elle les fait pas. Elle va lâcher au bout de 3 mois et ça va pas marcher. Donc, est-ce que t'as rempli comme une checklist de trucs à faire en te gargarisant de ça, en te disant ah c'est voilà je fais bien mon taf parce que j'ai raison, voilà, je cherche à Ouais. avoir raison, ou est-ce que vraiment tu accompagnes la personne? Est-ce que Hmm. c'est vraiment un accompagnement personnalisé que tu fais? C'est Hmm. ça c'est comme question. Moi, je cherche pas à coller des méthodes et des techniques sur les gens, je cherche à les accompagner. Et donc, si ça va... C'est sûr que parfois, tu as envie de les secouer, tu as envie de leur dire, mais attends, c'est ça qu'il faut faire. C'est évident que tu as ce ressenti-là. Mais c'est là où il va falloir mesurer ton niveau d'interventionnisme. À Hmm. quel point j'interviens dans la personne, dans la vie de la personne. Et c'est très subtil. T'as des personnes, tu vas les sentir réceptrices, fortes, capables de recevoir un message fort. D'autres, tu vas les faire fuir. C'est pas le moment. Elles sont trop fragiles. Donc c'est sur ça qu'il faut jouer et c'est pas une science exacte, quoi. Faut Hmm. vraiment s'adapter à chaque personne. Voilà. Super intéressant. Ça me... Avant, tu sais, tu parlais de croyances limitantes, trauma, ce genre de choses. Et souvent, ce qui peut amener à rester bloqué dans certaines façons de faire. Euh, Toi, c'est des choses que tu as eu l'habitude, enfin, que tu as pu, entre guillemets, accompagner, ou est-ce que tu recommandes certaines pratiques, comme, je sais pas, on avait parlé, il me semble, dans le cours de l'EMDR, de l'hypnose. Euh, c'est des choses que toi, tu as pu faire personnellement quand tu sens qu'il y a des gros blocages, ou tu rediriges plutôt vers certaines personnes, et si oui, plutôt quel type de pratique tu conseilles, tu recommandes? Ouais. Là encore, ça va être très, toujours la réponse, ça dépend. Ça dépend toujours de la personne. Euh, il m'est arrivé de conseiller certaines personnes d'aller voir un psychologue, tout simplement. Hmm. Parce que voilà, c'était de la sphère vraiment où je sentais que l'ouverture par la parole et de démêler certaines choses de l'ordre psychologique était indiquée, donc aller voir un psychologue. Euh, au contraire, il fallait que ça passe par le corps. Vraiment, il fallait que ça passe par le corps parce que les mots, c'était pas un problème. La personne ne pouvait pas raconter sa vie dans les détails, elle savait Hmm. le pourquoi comment de ses traumas, etc. Il fallait que ça passe par le corps. Donc là, toute pratique corporelle, respiration, introspection, sport, inconfort dans l'effort intense, etc. Tout ça va servir, tout Hmm. ça va être... Et là, c'est vrai que moi, j'ai tendance... j'ai trouvé que, en comprenant aussi les sciences cognitives, que une personne qui est plutôt dépressive bénéficiera beaucoup plus d'une pratique intense qui est purement de l'extéroception, c'est-à-dire l'attention est tout d'un coup portée sur l'extérieur, on est très Hmm. dans la ligne, la dopamine, on est dans l'effort très intense, on fait des intervalles réguliers
à pleine balle, des sprints, etc. Euh, et par contre, je vais pas du tout leur recommander de faire de l'endurance. Les personnes Ok. dépressives, elles passent leur vie à penser à elles-mêmes, à se regarder de l'intérieur, à se dire je suis passé comme ci, je suis passé comme ça, puis ma Hmm. vie elle est comme ci, etc. Je veux pas les remettre dans un effort qui est très introspectif aussi, Hmm. très méditatif. Tu vois, tu pars courir dans la forêt, tout doucement pendant 1 heure, elles vont penser qu'une seule chose, c'est leur problème existentiel. Donc C'est ça va clair. pas. À l'inverse, le manager qui est tout le temps hyper stressé, surstressé, toujours dans les plans du lendemain, les, euh, les quotas, les chiffres d'affaires, les objectifs, lui, je vais le faire courir 1 heure dans la forêt. Pour qu'il sorte, en fait, pour qu'il soit plus dans l'extéroception de toujours regarder vers l'extérieur et le lointain, dans le temps et dans l'espace, mais plus dans le ici et maintenant. Et là, pendant 1 heure, t'as le temps de sentir tes jambes, sentir ton cœur Hmm. battre, sentir les odeurs de la forêt, voir les couleurs. Tu lui dis bien, prenez pas une musique, prenez pas une diversion de l'esprit, mettez pas un podcast. Non, non, non. Vraiment, t'es seul avec Hmm. toi-même. Méditation, respiration, etc. Côté dépressif, non. Je vais pas lui faire de la méditation, de la respiration. Je vais plutôt aller vers le corps, la prépa physique générale, la PPG, soulever de la fonte, Hmm. sentir vraiment que ça brûle, et lâcher les chiens, tu vois. Tu lâches les chiens. Tu fais du crossfit. Tu Hmm. fais des trucs comme ça. Tu mets la musique à fond, tu te sors un petit peu de ta tête. Donc, tu vois, t'as les, ouah, c'est facile, ce serait trop facile de catégoriser en deux grandes catégories de personnes, mais c'est vrai que d'un côté, t'as les voies un petit peu plus dopaminergiques et l'extéroception, Ouais. et d'un autre côté, t'as l'interoception avec les voies sérotoninergiques et d'autres molécules chimiques qui gèrent le côté cocon intérieur, perception du corps, etc. Donc, regarde où penche la balance chez la personne et essaye de rétablir ça par des pratiques soit corporelles, soit plutôt introspectives. Et quand c'est plus introspectif, eh ben, c'est vrai qu'on peut passer par aussi l'écriture. Moi, j'aime Hmm. énormément tout ce qui est l'écriture, le partage, partage oral si l'écriture ça marche pas, tenir un journal. Et bon, on va citer une troisième fois Tim Ferriss, mais dans son livre Les outils des titans, là, Tools of Titans, ou La tribu des mentors, dans ces livres-là, il y a, il y a deux pratiques qui reviennent tout le temps. C'est que les gens productifs, le top top, quoi, c'est-à-dire le 1% du 1%, hein, il a interrogé les plus grands de ce monde, dans le monde aussi bien du sport que de l'entrepreneuriat, que voilà. Il y a deux pratiques qui reviennent à chaque fois, presque à chaque fois. C'est le journal, tenir un journal personnel, et la méditation. Fort quand Ouais, même. c'est clair. Donc ça aussi, sans jeu de mots, c'est à méditer. On devrait se dire, bon, bah, on devrait s'inspirer des meilleurs, quoi. Euh, donc voilà, pour en revenir à notre histoire, c'est toujours à adapter Hmm. l'outil à la personne. Voilà. Super. Merci pour ces éclaircissements. Je voulais quand même t'emmener un petit peu aussi dans ce podcast sur notre sujet de passion en commun, la respiration. Oui. Euh, Génial, bah, comme tu disais, à tous les niveaux, parce qu'elle a un impact direct sur le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Donc je trouve que c'est une pratique qui est géniale. Et au final, les effets, tu peux les ressentir en quelques minutes. Donc c'est top, surtout quand tu accompagnes des gens. En quelques minutes, bah, simplement, on peut se revenir à soi. Toi, comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la respiration? Et aussi à peut-être plus tard expliquer comment qu'est-ce que tu explores en ce moment avec la respiration? Ah là là. Non, déjà, c'est une voie sans fin, hein, la C'est clair. respiration. Vraiment, vraiment. C'est comme les arts martiaux, je sais plus à propos de qui a dit ça, quel auteur ou quoi, mais dans les arts martiaux, ils te disent quand tu obtiens la ceinture noire, t'as l'impression que c'est le haut de la montagne, mais quand tu l'obtiens, tu te rends compte que la montagne a des tunnels et des grottes. Ouais, Que le chemin vient juste c'est de clair. commencer. La respiration, c'est un peu ça, c'est-à-dire tu découvres des choses sans arrêt, et c'est vrai qu'il a fallu sans doute des milliers d'années pour que les Védas inventent les pranayama, quoi. Voilà. Donc nous, de notre trentaine d'années, là, voilà, on n'est pas prêt d'avoir compris grand-chose. Cependant, c'est une voie d'exploration personnelle qui est géniale, véritablement.
Elle fait le lien entre le monde extérieur et intérieur. Euh, Comme tu l'as très bien dit, c'est l'un des seuls leviers sur notre physiologie assez direct, quoi. On voit très bien que ça peut nous calmer tout de suite, ça peut nous mettre dans le rouge tout de suite si on fait Ouais. des apnées ou des choses qui sont inconfortables. C'est assez fou. Et moi, je l'ai découvert. Alors, j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui est professeure de yoga et Ok. qui a 10 ans de plus que moi. Donc, c'est vraiment mon aîné, Hmm. 10 ans, quoi. Donc, quand j'étais ado, elle était déjà pratiquante depuis longtemps. Donc, très vite, elle m'a parlé de la respiration. Donc, c'était dans mon paysage, j'ai envie de dire. Le karaté, j'ai eu un sensei qui était aussi professeur de yoga. Super. Et ça, ça a été assez révolutionnaire. Donc, je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé le karaté. Et lui, il nous a fait vraiment pratiquer. Il était génial. Vraiment, c'était vraiment un professeur qui, quand il a pris sa retraite, j'ai tout simplement arrêté le karaté parce que je me suis dit, je ne trouverais pas un sensei Hmm. comme ça ailleurs. Il était formidable, il était érudit, il était intelligent, et c'était à la fois donc un ceinture noire de karaté évidemment, mais professeur de yoga émérite, et aussi un gros bagarreur. C'est-à-dire, il venait de la rue, c'est-à-dire quand il nous faisait combattre, il Ok. disait mais mettez vraiment des coups. C'était pas le karaté à la touche, c'est-à-dire au karaté dans les règles, quand tu fais un combat, si tu touches simplement et ça compte Hmm. pour un point. Là, mettez-vous vraiment des coups quoi, portez les coups. Bref, la respiration, c'était quelque chose qui nous faisait pratiquer. Et je l'ai découvert, je pense, donc via ma sœur et via le prof de karaté dès mon adolescence. Et je l'ai appliqué, c'est-à-dire il y a un transfert immédiat au sport qui était ma Ouais. passion de toujours. Donc beaucoup de courses à pied. Toute la période qui a suivi le tennis, ça a été beaucoup de courses à pied, des 10 kilomètres. Donc là, quand tu fais de la course à pied, tu ne joues presque que sur ta respiration, hein. C'est un des facteurs clés, trop souvent oublié malheureusement. Euh, et après ça, ça a été tout le reste, hein. Ça a été la découverte du yoga Tumo, ça a été le froid, ça a été des moments où, la méditation aussi, où toujours la respiration est pivot, c'est central. Hmm. C'est-à-dire, c'est au centre de la pratique. Quand t'es dans le froid, t'as pas grand-chose d'autre que ta respiration. Surtout quand t'es en assise ou dans un bain froid. Te calmer, tu sais que tu peux jouer presque que sur ta respiration. Les visualisations aident, mais la respiration, c'est presque direct, C'est quoi. clair. L'effort, évidemment, l'effort intense, le réconfort. Euh, Ce matin, j'étais encore au CrossFit, avec voilà, des séances où tu te mets dans le rouge écarlate, quoi. C'est même plus le rouge, là, il faut inventer une nouvelle couleur, quoi. On peut plus, tu vois, t'as envie d'arrêter et tout. Et tu dis, si je me rappelle toujours de la phrase de mon ami Idriss, qui a écrit sur ses chaussures, Idriss Aberkan. Vous verrez dans ses conférences, parfois il le dit, mais sur ses chaussures, il y a écrit, gravé, si je traverse l'enfer, j'ai toujours le choix de le faire en souriant. Hmm. Tu as toujours quand même le truc de te dire, ok, là c'est terrible, j'ai envie d'arrêter. Et, allez, quatrième citation de Tim Ferriss, euh, Allez. euh, qu'est-ce que ça donnerait, à quoi ça ressemblerait si c'était facile? Ouais. Ce qui se dit toujours, à quoi ça ressemblerait si c'était facile? Quand c'est dur, dites-vous ça. Si d'un œil extérieur, je me voyais, ou je voyais une personne en train de faire ce que je suis en train de faire, ah, ça ressemblerait à quoi si c'était simple, si c'était facile? Et d'un coup, vous changez Hmm. votre posture, et d'un coup, Génial. la Hmm. perception de l'effort change aussi, hein, bref, voilà. Et là, la respiration aide beaucoup à ça, c'est-à-dire mets-toi dans un pattern de respiration, focalise-toi dessus, oublie que ça fait mal, focalise-toi sur la respiration. Voilà, ça, pour moi, c'est assez royal pour se sentir en maîtrise, se sentir fort, se sentir en contrôle, et véritablement calmer le système cardiaque, etc., hein. Donc c'est assez infini, même si je l'enseigne, même si je le transmets dans des séminaires, dans le centre de l'Hormèse ou quoi, j'ai toujours l'impression d'être un débutant, quoi. C'est Toujours clair. l'impression. Toujours. C'est clair. Voilà. Donc c'est avant tout, même si je le transmets, c'est avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, une voie pour mieux comprendre mon mode d'emploi, à moi. Hmm. C'est clair, je te rejoins là-dessus. Et puis, comme tu dis, c'est une voie qui est millénaire. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est que bah, toi, tu parlais des pranayama. C'est que ça existe et que c'est le ciment de nombreuses civilisations pratiques ancestrales. Et je trouve ça fantastique. Tu vois que notamment aujourd'hui, bah, la science, les neurosciences sont en train de valider bah, certaines pratiques de pranayama. Tu vois, moi, je
Je pense notamment, tu sais, la pratique de respiration alternée où au final tu as une narine qui va correspondre à un hémisphère du cerveau. Et les yogis avaient cette intuition-là. Et bah, tu vois, j'ai encore vu récemment une étude en neurosciences qui montrait qu'effectivement, ça activait les deux zones du cerveau spécifiques et que ça faisait un reboot. Euh, la respiration Wim Hof commence aussi à avoir pas mal d'études scientifiques qui valident le fait que ça joue sur le pH, que ça va désactiver certaines zones du cerveau et plutôt ouvrir certaines zones plutôt de l'ordre de l'inconscient et des émotions. Donc c'est assez... Je trouve qu'on a atteint, entre guillemets, un moment au niveau des avancées scientifiques. Alors je prends l'exemple de la respiration, mais aussi à d'autres choses, où on arrive à un croisement entre ce qui est là depuis très longtemps et qui est pratiqué depuis des millénaires et qui a un sens, bah, du coup, justement, parce qu'il y a eu des années et des années de pratique, mais aussi la science moderne qui peut justement valider tout ça. Et donc je trouve que c'est génial qu'on en arrive là. Toi, qu'est-ce que tu penses aussi un petit peu de tout ça, toi qui es bah voilà, t'es très une approche très pragmatique, très scientifique, mais tu t'intéresses aussi à des sujets qui sont plus peut-être spirituels, métaphysiques, peu importe comment on l'appelle, mais est-ce que c'est aussi toi une période qui te semble charnière par rapport à la science et l'avancée qu'on peut avoir sur la compréhension de l'humain? Mhm. Euh, pour moi, c'est la vraie science. Parce que Hmm. ceux qui ont porté la science, dans le centre, vous avez des cours de physique quantique par mon ami Pierre Etchart, qui est, euh, qui est vraiment l'histoire des sciences, vraiment une épistémologie, l'histoire donc l'étude de la connaissance. Euh, où on étudie vraiment les parcours des pères fondateurs, par exemple de la physique quantique, comme Schrödinger, Einstein, Bohr et tant d'autres, qui avaient tous une spiritualité. Ils avaient tous un rapport au subtil, aux choses qui n'étaient pas démontrées justement. Parce que la science, c'est pas le milieu du consensus. Hein. Le consensus scientifique, ça n'existe pas. Hein. Ceux qui vous disent ça, ce sont Hmm. tout simplement soit des ignorants, soit des menteurs. La science, c'est le doute, c'est la recherche. C'est uniquement ça. C'est pas la trouvaille, c'est la recherche. Donc on trouve pas en science, on recherche des choses. Et quand on semble avoir plus ou moins tous établi que ce théorème ou cette théorie est avérée, on dit ok, l'état actuel de nos connaissances c'est ça. Mais Hmm. on dit pas que c'est la vérité. Exactement, ouais. On dit que c'est ça. Et que ça, sans doute que ça va évoluer ce modèle-là. Donc moi je suis partisan justement de toujours avoir l'empirisme qui s'accroche à nous, c'est-à-dire le passage du temps, l'expérimentation, le bricolage comme dirait Taleb, qui nous rend meilleurs et qui nous permet de mieux comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Mais la validation scientifique arrivera toujours à contre-coup après ça, et c'est normal. D'abord on passe à l'acte, puis après on se dit, on émet une théorie, et, est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché parce que ça, puis après on va le prouver. La science, elle prouve, elle explique comment les oiseaux volent. Mais les oiseaux volaient avant que la Hmm. science existe, C'est clair. que la science le prouve. Les ondes radio existaient avant que la science découvre les ondes radio. Donc voilà, c'est pas du tout anti-scientifique que de dire ça. C'est juste qu'elle arrivera toujours à contre-coup. Et dans le monde du sport, j'aimais beaucoup ce que Charles Poliquin, qui était un des plus grands coachs du monde, qui nous a quittés en 2015, ou 2016, je sais plus. Et donc, Poliquin, il disait bien, moi, les méthodes que j'ai utilisées pour entraîner mes champions olympiques, c'est des trucs qui avaient déjà plus d'un siècle. On a des traces des méthodes d'entraînement similaires qui datent de 1920 ou un truc comme ça. Hmm. J'ai utilisé ça dans les années 70, j'ai eu tant de champions olympiques dans tel sport, etc. Et c'est que dans les années 80 ou 90 que les études scientifiques prouvant que ma méthode marche sont sorties. Ouais, c'est fou. Si j'avais dû les attendre, j'aurais C'est eu clair. 20 ans de retard. Bon, donc on n'attend pas ça. Par contre, c'est toujours intéressant de comprendre après les processus sous-jacents, c'est ce que je disais tout à l'heure. On comprend mieux le monde qui nous entoure par la recherche, et ça c'est vraiment génial. Mais ça doit pas du tout enlever de la pertinence à l'empirisme, à la spiritualité, à la croyance, à tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment que ça
les croyances, les avis, les opinions, etc., ça reste à sa place. Ça ne vienne pas non plus à l'encontre des recherches en les discriminant. On dit, ouais, ouais, la science, de toute façon, c'est que le matérialisme. Hmm. Moi, je comprends. Non, les deux doivent être Coexiste. complémentaires. Hmm. La compréhension verbale, le raisonné, doit servir l'implicite. Tu vois, on a tous une intelligence implicite. Comme je le dis souvent, donc on utilise cet exemple beaucoup en sciences cognitives. L'intelligence implicite, c'est tu sais pertinemment à quelle distance te tenir d'une personne quand tu lui parles. Hmm. Mais tu pourrais pas me dire de combien de centimètres c'est. Tu pourrais pas me dire c'est 52,5. Par contre, si la personne franchit un tout petit peu cet espace-là, tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas dire, voilà, il est Hmm. bizarre ce type-là. Il me parle proche C'est du clair, visage, c'est ouais. bizarre. Et ça se joue au millimètre, hein. Donc tu as une intelligence qui est implicite. Par contre, c'est pas explicite. Tu peux pas me le dire avec des mots. Tu peux pas me dire c'est 52 centimètres la distance. Voilà. On a cette intelligence-là, mais explicite et implicite ne s'opposent pas. Elles se nourrissent l'un l'autre. Hmm. C'est-à-dire, l'utilisation de la raison et le verbe doit venir nourrir cette intelligence qu'on a subtile du monde qui nous entoure. Le problème, c'est que de nos jours, on oppose les deux. Tu as d'un côté les pratiquants du yoga, pranayama, respiration, méditation, qui s'opposent, je sais pas pourquoi, au monde scientifique, et les C'est clair, ouais. scientifiques s'opposent aux autres, et on n'arrive pas à s'accorder. C'est très C'est un dommage. drame, ouais. Y a rien. Hmm. Voilà. Donc, mais on en sort. Je trouve qu'il y a de plus en plus de passerelles et de ponts et de sagesse, justement, qui viennent de là. Moi, je suis un grand descendant, fan absolu de Francisco Varela et de ses descendants, donc Michel Bitbol et d'autres, qui étaient pratiquants, notamment de méditation, et qui ont été, pour moi, qui sont les plus grands. Enfin, Varela, il a révolutionné le monde des neurosciences et des sciences cognitives. Révolutionné, c'était un génie. Et ben, il était proche du Dalai Lama, il pratiquait la méditation en pleine conscience, etc. Voilà. Ouais. Pour moi, ça, c'est exemplaire. On devrait prendre exemple de ces gens-là. Ah, mais je te rejoins, on est beaucoup dans l'opposition des deux mondes. On l'a été beaucoup, mais c'est, comme on disait, c'est génial que tout ça est en train de changer, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Euh, Avant que je t'emmène vers les dernières questions, je voulais te demander, toi, quelles étaient un petit peu, bah, toujours sur le sujet de la respiration, bah, ça m'intéresse de savoir un peu, toi, c'est quoi les dernières, peut-être pratiques, découvertes explorations que tu as pu faire qui ont pu au sujet de la respiration, te faire avancer dans ta compréhension de la respiration ou dans ta pratique, personnelle? Hmm. Euh, c'est- Il n'y a pas une trouvaille, tu vois, forte ces derniers temps. Plus une validation de quelque chose que je savais plus ou moins depuis longtemps, mais qui me saute de plus en plus aux yeux, quoi. C'est-à-dire que je le redécouvre. C'est vraiment il faut être en harmonie, en fait, qu'il y ait une harmonie entre l'offre et la demande du corps. Ok. Et ça, tu vois beaucoup dans l'effort. C'est-à-dire, on essaye d'imposer, quand on comprend un peu la respiration et on devient maître un petit peu de cette respiration-là, on sait la contrôler. On essaye très vite par notre intellect, de, de diriger la chose, d'être beaucoup dans le contrôle. Hmm. Et parfois, je le trouve, c'est au détriment de notre performance dans, Ouais. dans le sport. Euh, et pour passer par plein de qualités athlétiques, parce que j'aime tout bosser, que ce soit la vitesse, que ce soit l'endurance, que ce soit la puissance, que ce soit toutes les qualités athlétiques que je peux expérimenter à travers voilà, le sport d'endurance ou le crossfit ou la force quand tu soulèves des charges très lourdes dans l'haltérophilie ou quoi. Euh, Maintenant, j'essaye vraiment, le corps il est central et j'essaye vraiment que la respiration vienne s'adapter à lui. C'est-à-dire, le corps, tu le mets dans un effort qui est ce qu'il est. Est-ce que ta respiration correspond à cette demande-là? Est-ce que tu lui Hmm. offres ce qu'il faut en termes d'apport d'oxygène et d'évacuation de CO2, Ok. en termes de cadence et en termes de puissance aussi? Ou est-ce que tu es toujours en train de vouloir coller un modèle de, je sais pas, n'importe quoi, respiration purement nasale, Hmm. calme, etc., alors que le corps il te dit, je veux ça. Et là, tu as un dialogue entre les deux, entre offre et demande, et je trouve, si tu veux l'expression de ton plus haut potentiel,
100%, il faut vraiment que ce soit harmonieux. Ça me parle. Donc ouais, ça c'est même si la théorie je la connaissais, je trouve qu'à chaque fois que je me remets dans le sport du matin là tous les jours, chaque fois j'ai cette conscience-là de me dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je donne par rapport à ce qui est demandé dans l'effort. Hmm, ok. Et concrètement, comment est-ce que tu... C'est quoi? C'est un travail de conscientisation, de connexion entre mouvement et souffle? Ouais, ça va être ça. Ça va être ça. Euh, oui, c'est beaucoup de conscientisation, c'est beaucoup de d'écoute. Ouais, d'écoute. Hein, on essaie pas d'être dans l'intellectualisation du processus, mais peu importe l'effort. Tu vois, ce matin, on faisait des gros swings au kettlebell, des gros swings très lourds. C'est même pas des swings, c'était des snatchs en fait, c'était des Hmm, arrachés. ouais. C'est pour ça que j'ai évidemment l'avant-bras complètement explosé là. Bon, bref, faut que je travaille ma technique avec de la course à pied et du farmer carry après de la Ouais. marche du fermier avec des poids dans les mains, etc. Bon bref. Donc et pendant 20 minutes, t'as un cardio qui est plus ou moins constant. T'as quand même des petits pics au niveau voilà, des arrachés et la course qui est peut-être un moment un peu plus de récup, mais c'est quand même plus ou moins constant. Donc là, 20 minutes, t'as le temps. T'as le temps de voir comment ton corps il évolue, comment ça s'accumule en toi, comment sans doute les lactates, les protons, le CO2, tout ça s'accumule, doit être évacué, mais tu dois avoir une correspondance dans l'inspiration aussi, dans l'apport d'oxygène, etc. Et ta narration interne. Hmm, Comment ça te fait ressentir l'effort? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, punaise, je vais abandonner, c'est trop dur, ou est-ce que oh, je suis pleine balle, let's go? Euh, et ça, ouais, ça se travaille en fait à chaque jour est différent, chaque moment est différent, et même donc chaque entraînement est différent, et même dans l'entraînement, chaque microseconde est différente. Euh, c'est, on est un flux d'adaptation constante et de régulation par rapport à notre environnement qui change sans arrêt. Sans arrêt. Euh, on est là, voilà, comme disait Héraclite, hein, un homme se baigne jamais deux fois dans la même rivière, on est toujours différent l'instant d'après hmm. que ce qu'on était. Si vous vous mettez devant un miroir et que ce miroir-là c'était votre futur, eh ben ce serait un mensonge. C'est-à-dire que dans le miroir, vous vous voyez exactement comme vous êtes maintenant, vous pouvez pas être dans un décor du futur. Dans Hmm, le décor du futur, vous serez différent, vous serez un autre reflet. Et ça, bah, ça demande une adaptation constante. hmm. Donc, ouais, bah, ça va tellement dépendre de la situation, du contexte qui évolue tout le temps. Imagine le coach, tout d'un coup, il te dit un truc vachement encourageant. Eh ben, ta perception de la respiration, de l'effort, de tout ça va être perturbé, va Ouais, changer. c'est clair. Ah. Une pensée négative te vient, tu penses tout d'un coup que t'as pas rendu le dossier X24 à ton patron pendant l'effort. Tu Ça va penses à tout ça? perturber, Ah, mais ça te coupe les jambes. Donc c'est t'es clair. sans cesse en fait en train d'être perturbé. Donc il faut que par rapport à ça, ta respiration soit adéquate. Voilà, c'est une école dont l'enseignement est sans fin et infini. Exactement. C'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Donc pas de scotch sur la bouche durant la séance de CrossFit. Ça peut se faire. C'est de l'apprentissage. Je l'ai eu fait, évidemment. Non, non, Je mais te fais c'est. la blague parce que je l'ai eu fait aussi, mais c'est, je te rejoins un petit peu sur ce que tu partages, c'est qu'au final, des fois on veut être trop contrôlant par rapport à quelque chose, notamment sa respiration pour progresser, alors c'est bien, mais des fois aussi le fait de lâcher prise, entre guillemets, de l'observer et de la laisser plus libre, c'est aussi une façon d'être plus performant, quoi. Donc C'est ça. ça me De parle. laisser les informations afférentes, celles qui viennent du corps, être la guidance Hmm, de la respiration. c'est ça, Et que ce soit pas un contrôle top-down. exactement, Le ouais. contrôle top-down donc du haut vers le bas, de ton intellectuel, de la raison vers la respiration, etc. Tu peux très bien le faire, en effet, dans des séances dédiées, comme tu l'as dit, où d'un coup tu scotches la bouche et tu fais un truc très spécifique où tu t'imposes la respiration nasale, ça, d'accord. Mais après, moi, ce dont je parlais de la séance du matin, c'était vraiment un WOD de CrossFit Ouais, où le but c'est d'aller le plus vite possible et de carrément, ouais. terminer, de faire le maximum de tours. Donc là, tu lâches les chiens, t'es plus en contrôle. Il faut que tu sois au top du top de ton potentiel. Donc ne mets plus de restrictions. Et si t'as besoin d'ouvrir la bouche, ouvre la bouche. Voilà. C'est clair, c'est clair.
Pierre, je vais t'emmener vers la fin de cet épisode avec quelques questions que je pose Allez. à tous mes invités et un peu sur le modèle Tim Ferriss, tu vois, ça va être un modèle Oui. dédicace à Tim Ferriss jusqu'au bout. C'est clair. Ah, je l'aime tellement, ce Tim C'est Ferriss. Il me clair, fait tellement penser à Slim. c'est Ah, je clair, lui ai dit, hein. Bon, bref. c'est clair. Bah, c'est une grosse source d'inspiration pour moi aussi. Semaine de 4 heures, je Ouais. crois que c'était un des premiers livres de, entre guillemets, développement personnel, si on peut appeler ça, que j'ai lu il y a une dizaine d'années. Donc, on lui Hmm. fait une bise au beau vieux Tim. C'est clair. Alors, première question. Euh, on va commencer par une facile. Est-ce que tu aurais un livre à recommander à nos auditeurs, à part l'éthique du samouraï moderne? Clair. Il m'a dit pareil. Il m'a interviewé il y a une semaine. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, t'as pas le droit de dire ça. Ok. Ok. Oui. Ah oui. Franchement, une pépite était le premier. T'as une exclusivité. Allez, T'es le premier à qui j'en parle publiquement. C'est le prophète. Alors le prophète, ok. il faut que quand même que je te trouve le nom de l'auteur. Je te le fais en direct là. C'est un livre incroyable. En fait, c'est plus ou moins c'est de Khalil Gibran. Ok. Khalil Gibran. Donc tu vois, là on te le décrit comme un livre empreint de poésie et de spiritualité. C'est Le Petit Prince du Moyen-Orient. Ok. Trop bien. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est des perles de sagesse à tous les... Ça ressemble beaucoup en fait à l'éthique du samouraï moderne ou bien aux pensées de Marc Aurèle. C'est des préceptes courts, tu vois, des punchlines. T'as des punchlines partout, bom bom bom, qui te font méditer. T'en Hmm. lis une, tu pars en méditation 30 minutes, c'est incroyable. À la manière du Petit Prince, tu vois, c'est un conte. Le prophète, magnifique, Ça me va. magnifique. Ça me Ouais. va. Bah, ça a l'air trop trop chouette. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une expérience qui a radicalement changé ta vie cette dernières années? Cette dernières années. Cette année? Cette année, ouais. Cette année 2023 Alors, qui arrive à sa c'est une fin. expérience, ça peut être un... Oui, C'est oui, vaste. oui, 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 non, il y a un truc quand même assez énorme, c'est que ça fait 1 an et demi que j'ai emménagé dans cette maison-là. Ouais. Je me suis acheté une maison dans les Hautes-Pyrénées, au pied des montagnes, et c'est la première fois que je suis propriétaire. J'ai toujours vécu à droite à gauche en louant. Là, je suis propriétaire, et j'ai fait un truc cette année qui me tenait vraiment à cœur, c'est de célébrer l'amitié. Et j'ai invité mes amis, les cinq solides là, euh, que j'appelle membres de l'équipage parce qu'ils me font le plaisir de dire que je suis leur capitaine. Euh, on avait Slim, donc Nomad Slim, Steve Gentis, Jérémy Coron, on avait Nicolas Mercadier, on avait David Nicolas. J'espère que j'oublie personne. J'ai dit ça que j'en oublie un. Il me semble il y avait que ça. Il me semble qu'il y avait que ça. Il y avait que. Mais bref. Ils sont venus, on a passé une semaine entre bros, entre frères. Tiens, la vraie amitié comme quand on était au collège, au lycée, Hmm. où on se quitte pas, on passe nos journées ensemble, on s'entraînait, on mangeait comme des barjots, on avait des discussions le soir, comme dirait Slim, des discussions cosmiques, en plus finir. C'était, ils m'ont fait le plaisir. À un moment, on marchait dans la rue, il y en a un des deux, j'entends, il marchait un petit peu loin derrière moi, j'entends qu'il dit à l'autre, je crois que c'est la plus belle semaine de ma vie. Waouh, c'est beau. Trop cool. Ça nous a soudés véritablement d'une manière sans doute inattendue pour tout le monde, tellement que maintenant on ne peut pas imaginer ne pas faire des grandes choses ensemble, tu vois. Et ça je l'ai souvent recherché dans ma vie. Et très peu, j'ai eu des moments où je me suis dit, j'ai un groupe d'amis qui est incroyable. Il y a eu une période un petit peu d'or à l'université, quand j'étais à la fac à Lyon. Euh, mais en dehors de ça, j'ai toujours été un petit peu un solitaire où je vais dans un groupe, mais Hmm. que je vienne ou que je vienne pas, les autres s'en foutent un peu, tu vois. J'avais des amis qui m'étaient chers, tu vois, mais j'en avais un. Puis ça roule, il Hmm. est un petit peu en
au fil du temps, tu vois. Mais vraiment un groupe d'amis que je considère comme ma famille, ça j'ai toujours un petit peu Ouais, cherché, tu vois. Et là j'ai l'impression de vraiment les avoir trouvés. On s'aime énormément tous ensemble, tu vois. Il manquait le Julius, le Julien Lepage évidemment, mais lui ça fait longtemps que c'est un frère de cœur. Mais voilà, ça je trouve que la plus belle chose qui me soit arrivée cette année, mais de très très loin. c'est beau, génial. Mhm. Merci pour ton partage. J'en prie. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu aurais un invité à me recommander sur ce podcast L'Alignement? Quelqu'un, le premier qui vient, qui te traverse l'esprit, ça sera le bon. Tim Ferriss. Je lui ai déjà demandé, il est en négociation en ce moment pour venir. Ouais, j'imagine. Toujours viser la lune. Euh, Bah, c'est sûr que l'entrepreneuriat, j'ai envie de te parler de Jérémy Coron, Je l'ai ou déjà de eu, Slim. je l'ai déjà eu, Ah ouais? Jérém, et bah, je vais publier son podcast, je l'ai publié ce matin, donc Ah, Jérém c'est déjà fait, ok. donc, Ouais. mais Slim, pas encore eu, et je l'ai mis Ouais, dans mais ma Slim, shortlist, ouais. tu sais, lui, il m'accompagne donc au niveau marketing, il a quand même un regard sur l'entrepreneuriat qui est, et c'est un grand, grand fan de Tim Ferriss. Donc je pense qu'il a plein de billes à donner, alors qu'on le connaît vraiment pour le côté physique aussi, le Hmm, côté pour physique, ou sinon on le connaît aussi pour le fait qu'il soit host d'un podcast, quoi, qu'il ouais, soit le personne qui fasse, c'est l'intervieweur, quoi. Mais je peux dire qu'il a une véritable connaissance en fait des arcanes de l'entrepreneuriat, de la communication, etc. Donc vous auriez sans doute énormément de choses à vous dire. carrément. Bah écoute, je vais le contacter pour... Ou en fait, David, bah, David Nicolas, David, hein, David de... je l'ai déjà eu, Ouais. David aussi. Ok, ok. Mais Slim, ça me va très bien. Et Mhm. dernière question, peut-être la plus profonde. Qu'est-ce que pour toi être aligné? Mhm. Euh, que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés, qu'il ne tombe pas dans l'impensé total. Waouh, c'est beau, Voilà. c'est Ça, beau. c'est une phrase de Michel Bitbol qui a une plume. Alors, le gars, non seulement chercheur au CNRS en neurobiologie, physiologie, neurosciences, mais en plus, descendant donc de Varela, il est pratiquant de la méditation, il a rencontré plusieurs fois le Dalai Lama, il coche toutes les cases, il écrit, mais qu'est-ce qu'il écrit bien. Et il y a cette phrase là en plein milieu d'un de ses livres, que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés. Rien que C'est ça. beau. Et ensuite, qu'il ne tombe pas dans l'impensé total. C'est une phrase, à chaque fois que j'ai un nouveau livre, j'en ai beaucoup de livres, chaque fois que j'ai un nouveau livre, je marque la date, je marque mon nom, je marque mon adresse, comme ça si je le perds, on me le rapporte, et je marque cette phrase. Voilà. Tous mes livres, tous mes nouveaux livres, je marque cette phrase. Que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés, qu'il ne tombe pas dans l'impensé total. Donc ça, pour moi, quand t'as ça, t'es aligné. C'est C'est-à-dire, magnifique. ton choix, chacun de tes choix, fais attention que ce soit pas tes a priori qui s'expriment. Hein, fais fi, soit Hmm, une page blanche, soit un débutant. Fais fi du tout le reste, de tout ce que tu apportes comme a priori, préjugés, biais cognitifs. Laisse-les dans le placard au moment du choix. Aligne-toi avec toi-même, quoi. Et que ce soit pas un impensé. C'est-à-dire que mets-y une pensée suivie. Pense aux conséquences de ce choix, de ces actions, etc. Tout est là. magnifique, magnifique, magnifique. Et puis dernière question qui n'en est pas vraiment une. Où est-ce qu'on peut te suivre? Quels sont tes projets? On a parlé de l'école du centre Hormez, mais pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu ton travail, vers où tu les rediriges, vers YouTube, par exemple? Alors oui, je mets beaucoup d'énergie en ce moment dans la newsletter qui est à retrouver sur Ouais, hormez.com quand même. Ça, grâce à mon cher Slim, il a dit, tu sais, les newsletters à la Team Ferris, c'est c'est quand clair. même un moyen de distribuer ton savoir, tes réflexions, de prendre le temps, de poser les Hmm, mots, etc. Et de créer vraiment une belle communauté, au-delà des vidéos. Donc voilà, ça j'en envoie une tous les 3 jours. Et ça se retrouve donc sur hormes.com. Tout est gratuit, évidemment. La newsletter est gratuite. Sur hormes.com, c'est un peu le carrefour maintenant. C'est ouais, devenu le carrefour des podcasts de l'antifragilité. Donc les podcasts de l'antifragilité, vous trouvez ça sur toutes les plateformes. De Verisme TV, donc là la c'est chaîne une chaîne YouTube. YouTube. Du blog donc sur hormes.com, de la newsletter.
Et sur les réseaux, donc que ce soit Instagram, Facebook ou quoi, c'est Verisme TV. Euh, voilà. Super, merci beaucoup Pierre, c'était T'en un prie. réel Oui, plaisir. Merci à toi grande pour ton joie. temps, ta générosité comme d'habitude et toute ta sagesse. Merci à toi. Merci mon ami. Grand merci. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.